collègues qui sont Tom Goldsmith et Margaret Stewart. Et ils sont avec moi, ils ont fait partie de la connaissance. Excusez-moi une seconde, je suis déconnectée. Ils ont décidé d'appuyer la déclaration pour qu'elle ait droit à la vie, à la protection, à la restauration. Le Parlement suédois donc, la Suède n'a pas ratifié cette convention de l'OIT, mais l'écosystème et la traduction sont tout à fait menacés et qui continuent de ne pas reconnaître les droits des populations autochtones. La Cour suprême a rendu une décision et de façon très surprenante, elle a dit qu'il ne fallait pas ignorer les droits des… Et je dois m'interrompre. Alors, elle considère qu'il s'agit d'une violation d'un droit fondamental, en fait, d'un droit coutumier international au jus cogens, par lequel les États sont liés sans avoir besoin d'introduire ces normes dans leur ordonnancement juridique. Sur la base de cette reconnaissance, la Cour considère que le principe doit être utilisé pour le règlement des litiges liés aux droits des Samis à leurs terres, ce qui signifie qu'une coutume bien établie doit être prise en compte. Enfin, donc, ce Parlement est tout à fait préoccupé par la préservation de la nature et de l'espace de toutes les espèces vivantes. Et donc, il y a beaucoup d'atteintes à notre nature. Aujourd'hui, nous avons un jus cogens. Je poursuis. Il nous faut intervenir pour freiner le réchauffement climatique. La forêt Sami forme une grande partie du poumon de la Terre. Dans nos forêts, le charbon est surtout stocké dans le sol. Lorsque la forêt est rasée, le carbone est libéré et devient du dioxyde de carbone. Cela accélère le réchauffement climatique et même s'il y a de nouvelles plantations d'arbres, il faut une génération entière avant que le CO2 libéré soit à nouveau absorbé. En tant que représentants élus du peuple Sami, nous avons le devoir de ne pas laisser ce poumon de la terre parsemé de trous. Pour ralentir le changement climatique, il faut arrêter immédiatement le déboisement des forêts naturelles. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser le mécanisme du jus cogens pour limiter les activités à grande échelle et les dommages à notre milieu environnant vivant et à la terre et aux eaux sur la base de ces arguments. Le jus cogens, droit international primordial, est un terme juridique employé pour décrire les normes fondamentales, règles, droits et obligations du droit international qui ne sont pas négociables et auxquelles aucune dérogation n'est possible, qui ne peuvent pas être bafouées. C'est une condition préalable pour la communauté mondiale et un ordre juridique international qui doit être respecté. Nous avons donc jamais eu de meilleure occasion que maintenant de défendre nos droits, protéger l'accès à l'eau potable, permettre à nos enfants, à nos petits-enfants de grandir dans une nature relativement intacte. C'est possible ici aussi dans la région de Wettern. Je conclurai
en citant un texte qui a été présenté dans un document de l'instance permanente sur les questions des peuples autochtones de l'ONU. Tant que nous aurons des eaux où les poissons peuvent nager, tant que nous aurons des terres où les rennes peuvent brouter, tant que nous aurons des bois où les animaux sauvages peuvent se cacher, nous sommes en sécurité sur cette terre. Mais quand nos maisons ont disparu et nos terres seront détruites, alors où irons-nous? Paulus Utsi. Je souhaite que toute la procédure se déroule dans de bonnes conditions et que ce tribunal réussisse dans sa mission. Merci de votre attention et pardon pour les interruptions. Je suis Tom Goltus. Je suis ici dans mon État de Minnesota. Et je suis là pour vous dire bonjour dans la langue de ma mère, de mon population et aussi de la population autochtone du Dakota qui était présente ici. Et donc, cela veut dire que vous êtes tous dans mon entourage. Et ce que se tient ici, c'est un récipient qui contient de l'eau. Et avant que les colons viennent s'installer dans nos terres aux États-Unis, nous utilisions du cuivre tiré de la terre. Donc, nous l'utilisons également encore pour nos cérémonies. Nous y mettons de l'eau dans ces récipients. Et donc, on m'a demandé, les organisateurs m'ont demandé d'officier cette cérémonie de l'eau, du caractère sacré de l'eau. C'est tout à fait indiqué pour ce tribunal avant qu'il ne siège et qu'il écoute le cas. Et lors de cette audience, c'est une façon de célébrer le caractère sacré des fleuves, de nos océans. Et donc, je suis tout à fait honorée d'être invitée à officier cette cérémonie. J'espère que tout le monde a près de soi un verre ou un récipient avec de l'eau. Il peut s'agir d'eau de votre robinet, de la cuisine ou bien d'un puits. Il peut même être de l'eau que vous avez puisée dans un lac ou dans un fleuve. Et comme je l'ai dit, je suis très honorée de l'invitation qui m'est faite d'être ici avec vous pour pouvoir commencer cette cérémonie sur le caractère sacré, pour invoquer les esprits. C'est comme nous le faisons, c'est ainsi que nous le faisons, nous les populations autochtones. Et de remercier l'ensemble du monde, les connexions que nous avons avec la terre-mère, qui a beaucoup d'enfants, qui a beaucoup de plantes, d'arbres, la terre, le sol, les roches, les rivières et fleuves, tout ce qui fonctionne sur notre terre, tout ce qui constitue l'âme de notre terre. Donc, je vais reconnaître les vertus de l'eau tous ensemble et je vais chanter une petite chanson, seulement le premier verset de cette chanson de célébration. Et vous pouvez vous-même vous connecter à votre façon, d'où que vienne l'eau que vous utilisez, que vous allez boire. Et tout le monde est invité à se réunir, à communier ensemble autour de cette ressource vitale. Et dans tout le monde entier, les personnes comprennent et acceptent maintenant les droits de la terre-mère. Nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres, la terre sans nous. Donc, nous savons tous que cela signifie, c'est essentiel. Nous venons de l'eau depuis l'utérus. Nous naissons avec l'eau au moment de la naissance. C'est de là que nous venons.
C'est comme ça que nous arrivons sur cette terre. C'est ce que cela signifie. Et je pourrais vous en parler pendant des jours entiers. Et le caractère fondamental de l'eau, le caractère sacré de l'eau et le respect des droits naturels de notre terre, mère, de notre ciel, père. C'est ce que cela signifie. Donc, merci d'être avec moi tandis que je chante. Merci beaucoup. Vous pouvez reposer votre récipient. Vous pouvez éventuellement la verser dehors, la restituer à la terre. Et peut-être, si vous êtes près du lac, vous pouvez le reverser dans le lac, la retourner à la terre. Vous n'avez pas besoin de la boire. C'est un échantillon d'eau qui a été prélevé et qui doit être restitué à la terre. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais quelques problèmes avec mon micro, moi aussi d'ailleurs. Merci pour cette cérémonie tout à fait inspirante et ouvrir l'audience du tribunal. Je suis très heureux et très honoré de déclarer la séance de ce tribunal ouverte. Et vous avez écouté que le thématique aujourd'hui est de défendre le écosystème du lac Vaterne. Ce qui est particulier dans ce cas, c'est que nous célébrons la vie de tous les êtres vivants. L'eau est essentielle à tous les êtres vivants. Et le cas pour ce lac, comme Tom nous l'a rappelé, l'eau, c'est la vie. Donc, en protégeant les écosystèmes lacustres, nous protégeons également la terre et la vie surtout. Nous protégeons ce qui nous permet d'être alimentés par ces forces naturelles, par les océans, par les fleuves, et de donner vie à l'ensemble des êtres sur cette terre. Et donc, ce cas concerne un corps d'eau très important qui est atteint, qui est violé par les activités humaines. Et ce tribunal doit décider si ces atteintes sont trop importantes et de telle sorte qu'il viole les droits et les droits consacrés par la Déclaration des droits de la terre et qui a été votée en Bolivie, à Cochabamba, en 2010. Nous voulons également mettre en place ces types de tribunal pour écouter les cas de violation aux droits de la nature. Il y avait un cas de violation, plusieurs cas qui ont été écoutés par ce tribunal. Et avant de passer au témoignage, j'aimerais parler d'abord de l'importance de ce tribunal et les raisons pour cela. Il y a beaucoup de traités internationaux, de droit international, mais les atteintes à la terre continuent. Par exemple, nous avons des catastrophes climatiques qui s'abattent sur nous. Nous avons également un déclin
de la vie, de la biodiversité, des animaux, de la faune, de la flore. Cela se passe de plus en plus et il est clair que notre existence et notre système de gouvernance ne sont pas capables de faire face et de prévenir ce type de destruction. Ensuite, il semble que nous ne pouvons pas répondre ou réagir suffisamment rapidement pour transformer et nous adapter à ces changements de la société. Cela fait que les personnes qui s'occupent de la préservation de la terre ont besoin de prendre l'initiative et de s'adresser au gouvernement pour qu'ils réagissent. Les organisations de la société civile et d'autres ceux qui sont à l'origine de ce tribunal ont été tout à fait courageux et proclament la nécessité de prendre des décisions, de réagir et dans le meilleur intérêt de la communauté humaine et vivante entière. Ils ont créé donc ce tribunal qui s'occupe de la préservation des droits des êtres vivants et de la communauté tout entière, d'un point de vue politique également. Ce tribunal pour la terre veut s'appuyer sur la sagesse de l'humanité, respecter les droits de la nature et qui essaye de confronter les autorités, les gouvernements qui sont souvent les auteurs et sont responsables. Voilà un exemple tout à fait important de type d'initiative qui émane de la société, des citoyens. Et donc, les personnes, les habitants de cette terre doivent assumer des responsabilités également et s'ériger face aux lobbies et au gouvernement et qui doivent intervenir pour préserver notre avenir et trouver de nouvelles formes ou formules de gouvernement. La Déclaration universelle des droits de la terre est basée sur la compréhension que les droits des communautés humaines peuvent être uniquement prolongés à long terme en protégeant les droits de l'ensemble des êtres vivants pour qu'ils continuent de jouer leur rôle. Et en agissant comme cela, ce tribunal peut permettre d'établir de nouvelles normes de ce qui est le type de comportement acceptable de la part des humains. Et également, en suivant ces procédures, les sentences ou les jugements qui seront rendus peuvent établir une base pour l'action, pour agir, pour prendre des mesures et pour contribuer à la résolution des problèmes. J'ai une citation que j'aime beaucoup. Vous ne pouvez jamais changer les choses en vous battant contre la réalité, mais en construisant de nouveaux modèles et en faisant que les anciens modèles soient obsolètes. Donc, je vous invite tous à participer à cette initiative très importante pour développer un nouveau modèle et remplacer le modèle existant qui est obsolète et qui est celui dont nous avons tous besoin pour continuer à vivre sur cette terre. Je vais maintenant passer la parole au procureur de cette affaire qui est Rebecca Lemoine. Merci. Merci, Président Cormac Toulinan. Je m'appelle Rebecca Lemoine et je suis très honorée d'être ici aujourd'hui en tant que procureur de la Terre, plus précisément procureur de l'écosystème qui constitue le lac Vaterne. Je parle au nom de tous les habitants de Vaterne qui ne sont pas respectés ni même considérés. Au cours de 4,6 milliards d'années d'histoire de la Terre, l'oxygène n'est apparu dans l'atmosphère qu'il y a environ 2,5 millions d'années. Il y a environ 500 millions d'années, la Terre a pour la première fois atteint une atmosphère que nous considérons comme respirable, et ce grâce au phytoplancton. Le phytoplancton, qui signifie plante vagabonde, représente environ la moitié de l'activité photosynthetique mondiale et environ la moitié de la production de l'oxygène.
bien qu'ils ne représentent qu'environ 1% de la biomasse végétale mondiale. Cela veut dire que chaque seconde que nous respirons, nous pouvons remercier le phytoplancton qui fournissent de l'oxygène à l'échelle mondiale. Mais si l'eau devient trop nutritive en raison d'une surfertilisation, le phytoplancton se développe en quantité dangereuse, provoquant des efflorescences algales, ce qui se produit à proximité de l'industrie de la pâte à papier où des zones mortes ont été cartographiées. Le Vaterne s'est formé il y a 40 à 50 millions d'années et on y trouve des vestiges de l'époque où le Vaterne faisait partie de la mer de glace baltique. Il y a environ 10 000 ans, la dernière période glaciaire en Suède a pris fin. Depuis lors, certains reliques sont restées dans le Vaterne, comme le grand Salvelinus. Le nombre de Salvelinus a diminué 70% au cours de la dernière décennie en Suède, probablement en raison de la surpêche et du changement climatique, mais aussi dû aux menaces inconnues. Je parle aussi au nom des plantes aquatiques, comme l'épilobe étoilé. L'épilobe étoilé appartient à la famille de Charal. C'est un être vivant très spécial. Les plantes sont mâles et femelles et libèrent ce que l'on peut considérer comme des spermes ou des œufs pour se reproduire. Les chances de réussite de cette manière sont plutôt faibles. C'est pourquoi elles se propagent également par clonage, créant des énormes tapis au fond des lacs. Le charal ont la structure la plus complexe de toutes les algues vertes et de nombreux botanistes proposent qu'elle soit considérée comme un royaume à part entière. Les plus anciens souvenirs connus des charal datent de 460 millions d'années. Ils sont menacés par la surfertilisation et l'augmentation de la turbidité. Ils sont désormais classés comme vulnérables. Je parle de chauves-souris qui utilisent le Vaterne pour la recherche d'insectes à manger. Les chauves-souris existent ici depuis l'ère Crétacée et la Terre se souvient d'elles depuis 52 millions d'années. Ils sont le seul mammifère volant sur Terre. 12 des 19 espèces de chauves-souris de Suède sont présentées sur le rive du Vaterne, comme la barbastelle, qui est menacée au niveau mondial. On ignore encore comment les chauves-souris sont affectées par l'entraînement militaire qui provoque une grave pollution sonore. Je veux mentionner leurs noms, nous rappeler à toute leur histoire et leur histoire ici sur Terre. Nous ne les avons peut-être pas rencontrés, nous ne le connaissons peut-être pas, mais invisibles et inaudibles, ils demandent maintenant de l'aide et de la compréhension. Ils veulent que nous comprenions que les humains parcourent la Terre depuis environ 200 000 ans et que nous sommes les bienvenus, mais que nous n'avons pas le droit de détruire leur histoire, leur maison. Tout ce qu'ils demandent, c'est le droit de poursuivre leur existence. Ils ne sont que quelques-uns des habitants vivants qui dépendent du Vaterne. La signature de Vaterne est la biodiversité. Les êtres humains ne sont pas conscients des conséquences de leurs actions. Dans l'aveuglement, ils tirent et polluent, surpêchent et mettent en danger la diversité de et dans l'eau. En tant que procureur de la Terre, je veux que la guerre contre Vaterne cesse maintenant. La Terre-Mère veut la paix. Le lac Vaterne est la victime dans cette affaire. Les principaux accusés sont Tasman Metals, Alstrom Munsko Aspabruk, Lundin Mining Zinc Mine, les forces armées suédoises, Vattenfallsforbundet. Ces parties ont eu l'occasion de participer aujourd'hui, une seule d'entre elles. Vattenfall a répondu à décliner l'invitation. Je demande à la Cour la permission de commencer cette procédure. J'appelle maintenant la présentatrice de l'affaire, Pia Borston,
à faire sa déclaration. Pia est une avocate en exercice qui travaille en tant qu'avocate de la famille et de la défense. Elle est également cofondatrice de Swedish Earth Right Lawyers. Mais avant de vous donner la parole, Pia, je me demande pourquoi vous êtes légitime pour parler au nom du lac Vaterne dans cette affaire. Je Merci, suis Pia. Je vous donne la parole. née près du lac Vaterne. Vaterne, c'est comme un membre de ma famille. Je veux défendre ce lac. Merci. Merci, vous avez la parole. Vous pouvez maintenant présenter votre cas. Merci. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que tout le monde peut voir? Apparemment, oui. Merci. Je commencerai par vous dire que voilà, vous pouvez simplement vous mettre sur votre modèle écran pour que tout le monde puisse suivre. Voilà, alors nous y sommes. Alors, quelques faits. Vous voyez ici, avec la flèche rouge, le lac où il est situé. C'est le deuxième plus grand lac en termes de surface en Suède et aussi le 6e plus grand lac en Europe. Comme vous voyez, c'est une masse d'eau assez longue située dans la région centre-sud de la Suède. J'étais née justement sur la partie sud de ce lac, dans le sud de ce lac. La surface totale est de à peu près 1900 km². Il est assez profond, à peu près au maximum 128 mètres de profondeur et même en été, il ne se réchauffe pas trop. La profondeur moyenne est de 41 mètres et le lac a un périmètre de 642 km. Et tout le monde, on fait des courses tout autour de ce lac en été. Le volume de ce lac est de 77 km3. Vaterne était célèbre pour l'excellente qualité de son eau qui est transparente. De nombreuses municipalités de la zone reçoivent l'eau directement du lac, mais maintenant, l'eau est de plus en plus polluée. Il a été dit que Vaterne serait le plus grand plan d'eau potable du monde. Donc, les municipalités environnantes traitent 100% de leurs eaux usées. Ils ne polluent pas autant, en fait. C'est vraiment une ressource en eau unique qui peut être utilisée pour approvisionner les grandes parties de la Suède. Et actuellement, elle sert à peu près 250 000 personnes. Mais avec le réchauffement climatique, beaucoup d'autres sources d'eau peuvent être détruites et donc il faut préserver celles que nous avons, et en particulier ici en Suède. Le processus de renouvellement est très long, c'est 60-80 ans, donc, et c'est aussi un processus très sensible. L'une des étymologies qu'on explique pour le nom Vaterne est qu'il vient du mot vatten qui veut dire eau en suédois. Il est suggéré également qu'il viendrait du terme archaïque vater qui signifie esprit de la forêt du lac, qui pourrait être aussi à l'origine du nom du lac. C'est très magique. La nature autour du lac est unique. Il y a des forêts luxuriantes qui ont une inspiration en fait pour beaucoup. Voilà une peinture d'un célèbre artiste suédois, John Bauer. Il était né et il a beaucoup illustré d'histoires en fait autour du lac. Il était né en fait près du lac et il a tragiquement péri, noyé avec toute sa famille en naviguant sur le lac pendant une tempête. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'activités sportives et de loisirs, de cyclistes tout autour du lac. La faune aviaire autour du lac est très spéciale aussi.
Les études sur cette faune montrent que les oiseaux sont gravement touchés par les opérations de tir des militaires. Et il y a beaucoup d'espèces protégées dans cette zone affectée, mais cette protection est insuffisante. Il y a 2 des espèces qui n'ont pas un statut satisfaisant de préservation à l'heure actuelle. Et les opérations de tir violent le droit des oiseaux de se reproduire en paix. Et Rebecca nous disait la vie dans le lac, et il y a beaucoup d'activités, en particulier la pêche, et qui ont été affectées par les opérations des militaires. Les forces armées suédoises en font leur terrain de jeu, leur terrain de tir. Et les poissons sont tout à fait pollués, contagiés, et aussi à cause d'activités qui ont cours depuis longtemps dans ce lac. Et il est dit d'ailleurs que les enfants, les femmes enceintes ne doivent pas manger ces poissons-là. Le lac bénéficie d'une certaine protection. Beaucoup des environnements qui ont été déclarés zone Natura. Et il y a à peu près 130 objets et zones adjacentes au lac ou dans sa zone d'influence qui sont classées comme des zones Natura 2000. Mais malheureusement, les opérations des militaires méconnaissent cette classification. Cette terres aux alentours de Vaterne sont assez rares, sensibles. Il y a des pentes escarpées, des montagnes Homberg qui sont des réserves naturelles riches en biodiversité. La nature y est remarquable. Elle a beaucoup de valeur ajoutée culturellement pour les locaux et les touristes. C'est également partie du programme pour l'homme et la biosphère. Donc, quelles sont les atteintes, les menaces au lac? D'abord, c'est incroyable, mais les opérations militaires de tir portent atteinte à son intégrité. Il y a aussi, ils veulent étendre les activités de l'aéroport militaire. Il y a aussi des extractions de métaux près du lac et une demande en cours. Et il y a aussi une industrie de la pâte à papier qu'on a évoqué, qui contamine beaucoup le lac. Alors, malheureusement, les forces militaires qui sont là pour nous défendre, en fait, veulent étendre leurs activités qui menacent toutes ces zones. Les forces militaires, elles veulent étendre les activités de tir et augmenter l'activité de l'aéroport, comme je viens de le dire. Les permis demandés, c'est pour étendre les exercices militaires de 20 à 50 tirs par an, 50 journées de tir avec des coups portés avec des munitions de petit calibre et de gros calibre, des milliers de coups portés et qui vont directement dans le lac. Comme vous pouvez le comprendre, ces exercices de tir sont nuisibles aux terres et plus de tirs porteront plus encore atteinte à l'eau, à la nature. Et ils affecteront la nature, causer les nuisances sonores, porter atteinte à la faune et aux activités lacustres comme l'agriculture, le tourisme et la pêche. Donc, je pense qu'un permis s'il était accordé, violerait encore plus les droits de ce lac et les atteintes portées. Je vais vous expliquer un petit peu le cas aussi de la demande d'expansion de l'aéroport de Karlsborg. Il a été autorisé en 2019. Ils ont accordé ce permis pour étendre les opérations aériennes. Permet 9300 mouvements de vol par an dans le cadre des activités d'aviation militaire. Vous pouvez donc imaginer ce que cela représente.
Aussi, 300 mouvements de vol par an pour les autres activités aériennes et au total, 1000 remontées de troupes et entraînements pour les situations d'urgence avec des hélicoptères. Les menaces affectent, Rebecca nous l'a dit, en particulier les chauves-souris et de la forteresse de Karlsborg. Elles provoquent du bruit, des nuisances chimiques, des produits chimiques, des déchets dangereux et qui sont utilisés en particulier dans l'aéroport. Et tout ça, c'est tout à fait nuisible et nocif à l'ensemble des espèces. Donc, ce permis violerait le droit du lac de ne pas être contaminé et aussi le droit à la vie autour du lac pour permettre aux espèces de se reproduire, de vivre en paix. Alors, quand on parle des activités minières, d'extraction, on doit dire qu'il y a une compagnie qui est appelée Tasman Metal et l'inspecteur en chef des mines a accordé un permis à cette compagnie à Norra Kar, près de la côte de Vaterne en 2013. Mais la décision de permis a été annulée par la Cour suprême en 2016. Et en été 2019, l'inspecteur en chef des mines a décidé de ne pas accorder l'autorisation avant que la société ne puisse obtenir le permis d'exploitation minière pour une zone Natura 2000. L'entreprise a entamé la procédure de permis, mais n'a pas fait encore grand-chose au cours des 2 dernières années. Et on espère que le permis ne sera au final pas accordé. Il y a eu aussi un autre dossier de permis d'exploration à une compagnie qui s'appelle European Cobalt qui est près de la côte ouest de Vaterne. Et cette compagnie minière avait aussi obtenu un permis d'exploration, mais il a été aussi annulé en appel et elle n'a pas représenté de nouvelles demandes. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'exploration pendant au moins 1 an. Et ensuite, ils pourront redemander un permis. À moins, il y a donc toujours des menaces et des risques que ces sociétés présentent de nouvelles demandes. Et avec le nouvel gouvernement au pouvoir en Suède, il pourrait être plus facile pour elles d'obtenir une autorisation. Les dangers pour l'environnement sont constitués par la contamination et le bruit, l'impact sur les espèces rares et menacées. Il y a beaucoup de zones qui seront complètement détruites quand le site minier commencera à opérer. Il y a aussi des risques de déchets toxiques qui sont déversés dans le lac, qui menacent les ressources en eau et ont un impact négatif potentiel sur le milieu environnement protégé. Parce que une des mines sera sur la montagne, il y aura une digue ou un barrage de résidus et qui seront directement déversés dans le lac. Donc, c'est permis violer le droit du lac de ne pas être contaminé, ainsi que le droit à la vie autour du lac pour permettre aux espèces de se reproduire, comme je l'ai dit avant. En raison des transgressions dénoncées sur ces droits du lac, de rester propre, de refermer des espèces vivantes et se maintenir sainement, je demande au tribunal de déclarer que les demandes de tir, d'exploitation minière, d'agrandissement de l'aéroport ne soient pas accordées. Merci. Merci de cette présentation, Pia. Je ne sais pas si vous avez mentionné différentes activités anthropiques qui portent atteinte au lac. Est-ce que vous avez des informations sur tout ce qui touche à l'exploitation forestière? La foresterie, vous parlez de c'est que Valérie, je crois, a des questions.
à vous poser peut-être. Thank you, Rebecca. Merci, Rebecca. Yes, it was just, for our study and verdict, I needed some C'est pour préparer few notre precisions. verdict. J'ai besoin de quelques précisions. You were speaking about the fact that to Vous restore the avez dit lake, que autour it du will lac, take maybe 60 years or 80 et years. le taux de régénération et le temps de génération est de 70 ans. C'est ça. Could you precise Est-ce que vous pouvez exactly what you préciser mean by restoration? What do you want to restore? et qu'est-ce que vous entendez par la restauration, la régénération? Ça veut dire le renouvellement de l'eau pour obtenir de nouvelles sources d'eau pure dans le lac. Eh bien, quand il y a une pollution, elle reste là pendant 60 ans. Et il n'y a pas de taux de renouvellement suffisamment rapide pour permettre à l'eau de se régénérer. Cela prend beaucoup de temps. And then what about the fishes, Et the qu'est-ce qui se birds passe-t-il who have been avec les oiseaux, avec les poissons? Oui, simplement, ils sont de plus en plus pollués. Okay. You spoke about two Vous avez species of parlé birds, également de deux legal espèces, status, protective space, de deux status, espèces particulièrement protégées, si j'ai bien entendu, d'oiseaux. Je n'ai pas le détail de ces deux espèces, excusez-moi. Je n'ai pas de détails sur ces deux espèces. Vous parliez également de tir des opérations militaires avec des armes, des fusils, ou est-ce qu'ils utilisent de la dynamite, des bombes? J'aimerais également comprendre exactement la nature des opérations militaires. Est-ce que c'est autour, dans le lac? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce site pour leurs exercices militaires? Eh ben, en fait, parce que c'est une zone tout à fait dégagée. Et en fait, les tirs disparaissent dans l'eau, dans le lac, et donc magiquement, de façon magique. Donc, ils utilisent des roquettes, ils utilisent des fusils. Et donc, les munitions restent dans l'eau au fond du lac. Et qu'en est-il du nouveau permis qui est demandé? Quand est-ce qu'il devrait démarrer? Je ne suis pas sûre. Je crois qu'ils ont déjà commencé, simplement pour connaître exactement la chronologie des faits et savoir ce qui est autorisé actuellement ou pas. Merci. Merci Valérie. Et merci de vos réponses. Je crois que Tom a également quelques questions. Tom, vous avez la parole. Oui, merci de votre présentation. Dans notre terre natale ici, nous avons également beaucoup de foresterie. Vous avez mentionné la pâte à papier. Est-ce que cette usine de papier, qu'est-ce qu'elle produit comme produit chimique? Est-ce qu'elle utilise du chlore pour faire le papier, pour blanchir le papier? Et je vous demande ça parce que, à cause des déversements toxiques chimiques pour la production de pâte à papier, de papier qui affectent en fait les poissons et la santé du lac. Donc, je me demande si cette usine à papier utilise des produits chimiques et des substances toxiques qui sont déversées. Oui, absolument. Oui, elle pollue avec des hauts niveaux de matériel toxique avec qui portent atteinte au niveau d'oxygène pour les poissons également. Et Karina va vous en parler plus en détail. Il y a aussi des produits chimiques, d'autres qui sont du mercure, du cadmium, et d'autres substances organiques. Oui, je vais prendre note de cela. Le chlore et ces substances chlorées qui violent
le droit des poissons et la survie des poissons, hein, porte atteinte à la survie des poissons. Alors, reproduction également. Merci. Merci Tom. Merci Pia de votre présentation. S'il n'y a pas d'autres questions maintenant, je vais passer la parole à Eva Holstetter, qui est une experte technique, qui est professeure associée à l'Université d'Uppsala. Elle a un PhD, un doctorat sur la gestion des ressources naturelles. Mais avant cela, je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé de parler au nom du lac. Oui, je suis tout à fait content d'être là aujourd'hui. Dans toute ma vie professionnelle, j'ai été impliquée dans tous les problèmes du lac et des problèmes de la protection de la terre-mer. Au cours des 10 dernières années, j'ai travaillé beaucoup contre les activités minières et ça, c'est justement un cas exemplaire. Et notre lac est tout à fait exposé à l'exploitation minière et à l'extraction. Et donc, c'est pour ça que je suis là. Vous avez la parole pour votre présentation. Est-ce que vous voyez l'écran? Alors, vous voyez là une image du lac, pardon. C'est un lac qui est clair, oligotrope. Il a comme on vient de le dire, plus de 60 ans pour pouvoir être régénéré. Cette lac est une source d'eau potable pour plus de 250 000 personnes. Et voici le bassin versant, la zone d'influence. Et toute l'eau dans cette zone est déversée dans le lac Vaterne avant d'arriver et d'être retraité pour la consommation humaine. Les données chimiques, physiques, biologiques du lac montrent que le lac est gravement pollué. Les niveaux élevés de dioxine et de PCB dans le saumon, le poisson blanc et l'omble capturés à Vaterne rendent ces poissons impropres à la consommation selon les recommandations des administrations nationales de l'alimentation. Vous voyez là beaucoup de points jaunes. Si vous les voyez, ces points jaunes, ce sont en fait des activités en cours, des activités industrielles, des mines, là en haut, là où je vous montre, avec des plantes des usines de traitement, Kungs, qui est l'usine de papier dont on vient de parler. Et là, vous avez également Karnborgs, qui est la base militaire du ministère de la Défense. Et vous avez d'autres activités au sud, et vous avez également des décharges tout autour. Donc, les sources de pollution aujourd'hui sont les suivantes. L'exploitation minière avec des gisements de mines anciennes. Aussi, l'industrie de pâte à papier qui utilise des
des métaux, des dioxydes, des substances toxiques, l'industrie militaire qui utilise la zone comme un aire d'exercice militaire, de déversement de munitions qui sont toxiques, bien sûr, et qui contaminent l'eau, la potabilité de l'eau. Nous avons également des décharges sanitaires avec des substances toxiques, des usines de traitement des eaux usées. Il y a beaucoup de ruissellement également des eaux pluviales et donc ces décharges excessives polluent l'eau. Il y a également, comme je viens de le dire, le problème des eaux et des ruissellements des eaux de pluie et de la route E4 et qui vont également vers d'autres routes et d'autres municipalités. Il y a du phosphore et du PAH qui sont des substances organiques qui proviennent de là. Alors, les autres sources de pollution sont l'agriculture, l'exploitation forestière, et des problèmes de déboisement graves. Et également des activités de construction autour, qui est un grand problème. À droite, vous voyez des exemples d'activités industrielles. Ces différents sites de mines de zinc et autres. Aujourd'hui, il y a des décharges de plomb et d'autres métaux. Selon la société qui nous communique cela, et donc l'administration de l'environnement est au courant. Vous voyez ici les taux avec les années, l'évolution depuis 2007, 2008, 2012, et là sont les kilos d'arsenic et de plomb. Vous voyez à peu près 1000 kilos, c'est-à-dire 1 tonne par an, qui sont déchargés des mines dans l'eau. Le plomb qui est en jaune et l'arsenic en bleu, qui est même plus important en kilos, qui sont déchargés dans l'eau. Nous avons également des décharges de 5 dans l'eau. Vous voyez également un diagramme avec l'échelle et à gauche les quantités, les volumes. Quand on dépasse 80 000 kilos, on rentre dans une zone rouge. Et c'est ce qui se passe maintenant. Comme vous savez, également une proposition d'une carrière à ciel ouvert pour des exploitations de terres rares, un orachage. Il y a également une proposition de mine de cobalt à Asmund-Unden. Également une demande d'augmentation des activités militaires et également le problème de l'urbanisation et des constructions que je viens d'évoquer. Et vous voyez là un plan de la proposition de l'expansion et de la mine à Norakar. Et il y a également l'utilisation de la possibilité de mettre des parcs éoliens. Donc, il y a beaucoup de résidus, de déchets qui sont déversés. Voilà un exemple de la mine Aitik. Et là, vous voyez à droite la mine
Et vous voyez sur toute cette zone, tout le site est énorme. Vous avez ici un barrage, une digue de résidus avec le réservoir. Donc, c'est énorme. C'est plus de 15 km². Et Norachar, et ça c'est pour Haïti, et Norachar est un peu moins grand, mais certes, c'est quand même encore une grande aire d'occupation. Voilà une autre photo de la mine et du barrage à résidus. Et là, regardez, ce petit point jaune et l'ampleur, la taille de cette carrière qui est énorme, qui est en fait cette machine, cette grosse machine et la taille des hommes. Voilà l'échelle dont on parle ici. La digue à résidus est également utilisée pour la mine de zinc qui utilise des matériaux et qui font des procédures de traitement et qui utilisent différentes matières et qui est également une construction instable et avec des écoulements d'eau en dessous du barrage et qui s'infiltrent dans les eaux souterraines. Il y a également des problèmes graves avec cette barrage, des inconvénients qu'on connaît depuis des années qui a des conséquences dévastatrices sur la zone. Et il est impossible de pouvoir boire de l'eau qui vient de l'aval, de la partie en aval, et prend de l'eau en amont pour la déverser en aval. Et cela est déjà contaminé par ce barrage minier. Donc, il y a beaucoup de risques de pollution qui s'aggravent de plus en plus. Donc, il faut réguler tout cela parce que ces industries contribuent à la pollution du lac. Les écosystèmes souffrent depuis longtemps et qui sont des pollutions qui sont exacerbées par les activités actuelles. Donc, finalement, je demande que ces menaces cessent et il faut nettoyer tous ces problèmes et ne pas les aggraver. Et c'est ce que je demande au tribunal. Merci d'intervenir pour faire cesser ces atteintes. Merci. Merci de votre présentation. J'ai une petite question avant de passer la parole au juge. Vous parliez des mines et je voudrais savoir de quelle façon c'est un problème. Comment est-ce que cela porte atteinte en fait au lac, aux ressources du lac et aux écosystèmes du lac? Si vous pouvez nous expliquer cela plus en détail. Je veux comprendre ce qui se passe avec les anciennes installations et les nouvelles installations. Alors, les anciennes opérations de tir, par exemple, ils contiennent des métaux lourds, des résidus, d'explosifs, de matériaux explosifs et qui provoquent des réactions chimiques. Et beaucoup des produits sont toxiques et qui affectent les organismes vivants. Ils sont déposés dans le fond du lac. Et les organismes sont contaminés, ces organismes sont mangés par les poissons et donc affectent toute la chaîne qui est contaminée avec ces substances. Il y a aussi des forts niveaux de métaux et qui fait
qui rend plus vulnérables les poissons à d'autres maladies. Et tous les organismes aquatiques, en fait, sont vulnérables parce que les substances s'accumulent. Et ensuite, bien sûr, la chaîne jusqu'aux humains qui se nourrissent de ce poisson. Et vous avez également mentionné d'autres espèces, les chauves-souris et la faune aviaire tout autour du lac également, les oiseaux qui se nourrissent du poisson également. Donc, toute la chaîne est affectée. Donc, ils ingèrent en fait un cocktail toxique et cela accroît les risques. Et il n'y a pas d'évaluation véritable de l'impact environnemental, en particulier des opérations de tir. Merci. Je crois que les juges ont également quelques questions. Lisa, vous avez la parole. Merci. J'avais une question sur la faune aviaire, sur le lac et autour du lac, et l'impact sur les oiseaux. Je crois qu'il serait important pour les juges de comprendre et d'avoir des détails sur les espèces d'oiseaux qui vivent en particulier dans la zone du lac. Est-ce que ce sont des espèces migrantes? Est-ce que ce sont des espèces qui sont là continuellement? Et également avoir un ou deux noms d'espèces de poissons pour savoir exactement ceux qui sont atteints. Si cette information n'est pas disponible, ça serait intéressant de pouvoir la rechercher et nous la communiquer pour comprendre exactement le type d'impact et pouvoir former notre jugement. Merci. J'ai mentionné le saumon, l'omble qui sont deux des espèces de poissons. Et je ferai d'autres recherches pour vous fournir d'autres noms plus précis. Je crois que Cormac Kellnan a également une question. Merci. Eva, j'aimerais savoir si vous savez ce qu'on peut faire pour réduire la concentration des substances toxiques qui sont déjà dans le lac. Est-ce qu'il est possible d'aborder ce problème de façon pragmatique? Oui, c'est toujours possible, mais il faut des moyens pour cela. Et comme on l'a tous indiqué, le taux de renouvellement, le temps de renouvellement est très long. Mais également, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces munitions, comment on limite d'abord les tirs et comment on fait une récupération de tous ces objets qui sont polluants. La première chose à faire peut-être est de faire que ces industries qui polluent aujourd'hui cessent leur déversement, leur décharge. Ça serait déjà un premier pas important, mais pour l'instant, ce n'est pas véritablement possible. Peut-être demain, mais pas encore aujourd'hui. Et là, les substances et les objets polluants sont déjà là, mais en fait, si on diminue fortement ces atteintes, on pourra permettre au lac de se régénérer plus rapidement. C'est là la problématique. Parce que effectivement, le niveau de pollution actuel est très prononcé. Valérie, vous avez une question?
On a parlé des poissons, des algues, des oiseaux sur le lac, autour du lac. Et que se passe-t-il avec la vie sauvage, la faune autour du lac, les animaux? Est-ce qu'ils arrivent à survivre? Est-ce qu'ils sont chassés par les constructions, l'urbanisation dont vous avez parlé? Et également, si on pouvait avoir quelques données sur les animaux, mais aussi sur les humains tout autour du lac, qui dépendent du lac et du type de contamination dont ils souffrent à cause de cette pollution, et s'il y a des études faites sur les toxicités, le niveau de toxicité pour les humains. Je ne sais pas, je crois que dans les zones alentours, autour des mines, et bien sûr, c'est très difficile pour les animaux de rester à proximité. Et je connais des autres cas de sites miniers où c'est un vrai problème. Par exemple, pour les rennes qui s'approchent et qui ne peuvent même plus s'abreuver, qui ne peuvent plus boire de cette eau, surtout à côté des industries, des sites industriels. C'est un vrai problème pour les animaux locaux. Et dans des autres zones qui ne sont pas aussi peuplées, mais qui parfois se déplacent vers le lac. Mais toutes ces industries que j'ai signalées avec les petits points, oui, sont des obstacles dorénavant pour la vie et la survie de ces espèces. Y a-t-il une autre question? Je crois que Tom Goldtooth a également une question. Vous avez parlé des problèmes de la usine de pâte à papier, les PCB, les produits toxiques PCB. Je connais bien ce problème, en particulier les déversements de dioxine et les POP, les polluants organiques persistants. Est-ce que ces produits chimiques comme la dioxine, est-ce qu'on en connaît le détail? Est-ce que c'est très difficile de faire un nettoyage de tout ça une fois qu'ils sont ingérés par les poissons et sont contaminés. Donc, un des problèmes de la part de toutes ces industries, c'est ironique de voir qu'en 2001, il y avait une convention à Stockholm et nous avions parlé de tout cela. Nous étions avec mes collègues autochtones, nous avions formé un réseau et identifié les POP, les 12 POP qui existent. Donc, c'est ironique de voir qu'il y a eu la ratification de ce traité, mais malheureusement, ces déversements se poursuivent et ne sont pas suspendus. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer cela? Oui, effectivement. Oui, ce problème de la dioxine est très, très difficile à gérer, à traiter. Il y a beaucoup de vieilles pollutions également, de pollutions anciennes depuis des années, des décennies, et même si ils essayent de nettoyer l'eau, eh bien, il y a ces résidus très anciens qui sont encore là. Mais je crois que vous pouvez voir parfois des poissons morts sous la surface. Ça a été documenté dans ces zones où il n'y a pratiquement plus de vie parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Et cela à cause de la production de pâte à papier. Merci d'avoir répondu à ces questions. Et s'il n'y en a pas d'autres, eh bien, je poursuis et présenter une des parties lésées qui va être représentée aujourd'hui par Karina Gustafsson.
Elle travaille avec les populations autochtones depuis 25 ans. Mais avant de vous passer la parole, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous êtes la voix du lac aujourd'hui et vous êtes partie lésée, représentée. Je suis ici parce que ma grand-mère et tous mes membres de ma famille qui vivent autour du lac depuis des années, depuis très longtemps. Mes deux grands-mères vivaient sur l'île à proximité. Donc, voilà, c'est mon passé, c'est mon héritage, c'est ma mission parce que c'est la mission qui m'est transmise par mes ancêtres. Donc, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous. Je suis très honorée et très contente et tout à fait reconnaissante de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Carina Gustafsson. Je suis née et j'ai été élevée près du lac. Ma famille vit au bord du lac depuis très, très longtemps. En bref, je suis ici à cause du lac Vaterne, parce que sans ce lac, je ne serais pas ici. En grandissant, on nous apprenait toujours à respecter le lac. Il y a toujours eu un air magique autour de ce lac, une beauté, tranquillité immense, et aussi une marque forte, sauvage, imprévisible. Les eaux froides, cristallines peuvent être calmes, étincelantes dans la lumière du soleil pour un moment et très vite, très rapidement, peuvent devenir sombres et sous le vent, les vents forts créent de grosses vagues sauvages et mousseuses. Sur cette photo, vous voyez une vue de la partie nord de l'île où d'où viennent mes grands-mères. Ça s'appelle l'île Visingsö. Passons à l'autre diapo. Ici, vous voyez des ruines d'un château, de vieilles ruines appelées la maison de Bras. Elle surplombe le lac à 120 mètres de hauteur et au même niveau où est prévu d'ouvrir la mine des terres rares. Et donc, tout près de ces vieilles ruines Bras. Là, nous avons pris le ferry de la petite ville Grana jusqu'à l'île et nous approchons du port. À droite, nous pouvons voir ce qu'il reste d'un ancien château, Visingsborg, qui date des années 1500. La prochaine diapo. La première chose que nous apercevons lorsque nous posons le pied sur l'île, ce sont les chevaux, les calèches qu'on appelle les rémalagues, qui attendent les visiteurs pour des visites guidées de l'île. Ils nous racontent le temps où ces terres n'étaient pas encore partie de l'État-nation et il y avait des rois ou des chefs des clans locaux ou des chefferies qui vivaient sur cette île. À cette époque, c'était un centre important des régions est-ouest de Gothia, la petite région de Grana que vous pouvez voir au plus loin de Visingsö et la région autour qui est une réserve de biosphère de l'UNESCO et qui reçoit à peu près 700 000 visiteurs par an. L'année dernière, même peut-être moins à cause de la pandémie. Passons à l'autre diapo. Des êtres vivants, des humains vivent dans cette région et dépendent du lac depuis des temps immémoriaux. Il y a beaucoup de légendes et de fables qui sont racontées autour du lac que les gens chérissent et avec lesquels ils vivent depuis longtemps. Là, vous voyez une sculpture du géant Viste qui a jeté un morceau de terrain au milieu du lac
pour aider sa femme à le traverser parce qu'elle avait participé à une fête de l'autre côté du lac. C'est comme ça qu'est apparue cette île, Visingsö. En grandissant, j'allais souvent à la pêche avec mon père. Et même quand on était loin de la rive, on pouvait voir les pierres au fond du lac. L'eau était transparente et claire. Ces espèces de poissons, on les trouvait dans le froid de montagne et des ruisseaux et des lacs parce qu'elles ont besoin de cette eau froide et saine pour pouvoir vivre et se reproduire. Donc, ce lac est très fameux pour cela, très connu et populaire parmi les pêcheurs. Et vous pouvez les pêcher, vous les faites au grill, c'est délicieux. Ce sont des poissons délicieux. Avançons. J'ai grandi en mangeant en fait le poisson du lac Vatern, surtout pendant l'été. Aujourd'hui, l'agence alimentaire suédoise conseille que les enfants, les jeunes, les femmes enceintes ne mangent plus le poisson du lac ou pas plus qu'1 ou 2 fois par an. Et pour moi, ça on dit beaucoup au sujet de l'état de notre lac. Les POP, comme le PFOS, sont trouvés dans toute cette zone de drainage du lac. Et on trouve aussi des autres produits chimiques dans le poisson, comme les dioxines et le PCB. Quand j'étais jeune, je me souviens qu'il y avait beaucoup de problèmes avec le mercure aussi. Les usines à papier, les munitions déversées dans le cal, les métaux lourds qui s'écoulent de la mine du zinc contribuent à la pollution. Et ce lac est très sensible à la pollution parce que cela a été dit plusieurs fois, il a un temps de régénération de 60 ans et cela est un problème assez important pour nous et compte tenu aussi du réchauffement climatique. Nous n'avons pas besoin d'aggravation supplémentaire. Nous avons assez de problèmes à gérer pour le moment. Dans la partie nord du lac, la partie nord, elle est moins profonde que le reste du lac et c'est là que se trouve la mine de zinc et l'usine à papier. C'est là qu'elle fonctionne depuis longtemps. Ces dernières années, il y a des signes que la pollution augmente. C'est ce qu'ont trouvé les plongeurs qui ont fait une expédition de plongée près de l'usine à papier dans la baie qui s'appelle Sorviken. Nous savons tous que l'eau est vivante, l'eau se déplace tout le temps et c'est la même chose dans ce lac. Il y a des courants qui sont très forts sous la surface, qui déplacent tout. Donc, il n'y a rien qui reste vraiment à la même place. Bon, quelque chose de triste, mais quelque chose de triste en fait qui m'empêche de dormir la nuit. Il y a des plans très bien avancés pour ouvrir un site minier de terres rares, tout près du lac. Ces photos montrent la carrière à ciel ouvert et l'énorme lac à résidus au nord, dans la région qui s'appelle Aitik. Aitik, c'est la plus grande mine de cuivre de Suède et elle est comparable à la mine des terres rares de Norrachar, près du lac Vatern. Cette exploitation minière de terres rares, c'est l'une des opérations d'extraction de broyage les plus toxiques au monde.
comparable en termes de risques environnementaux sanitaires à l'exploitation de l'uranium. Des minéraux de terre existent dans les roches, dans le substrat rocheux avec des substances radioactives. Cette carte nous montre à quel point cette mine serait près du lac. Il faut prendre en compte le fait que les déchets dangereux qui viennent du substrat rocheux qui est mélangé aux produits chimiques et à l'eau sont conservés dans d'énormes lacs de résidus. Est-ce que c'est une recette, une catastrophe en perspective? Je pense que oui, très certainement. Tout cela a démarré en 2009. Lorsque la société canadienne Tasman Metal, qui a formé une filiale suédoise, Tasman Metal AB, elle a lancé son processus de demande. Nous nous battons férocement à Ubersgruppen Gredin avec d'autres ONG, avec des propriétaires fonciers de la zone pour stopper ce projet. Pour nous, c'est inconcevable, ça n'est pas possible. Simplement, il est impossible qu'une mine comme cela puisse être installée si près du lac sans détruire le lac. Les représentants du gouvernement suédois déclarent souvent que nous avons la législation la plus stricte en matière de protection de l'environnement dans le monde. Pour moi, cela sonne creux parce que ces lois ne semblent pas s'appliquer aux industries, à l'industrie minière et aussi aux forces armées suédoises. Voyons la prochaine diapo. Alors, s'il vous plaît, il faut mettre un terme à la pollution du lac Vatern. Cette ressource d'eau vivante est le fondement de toute la vie dans cette région et dans le pays. Il ne sera jamais possible de remplacer le lac Vatern. Nous avons aussi trouvé que ce lac est connecté à des aquifères souterrains tout autour du lac. Donc, ce qui se passe dans le lac, eh bien, se déplace et à travers les eaux souterraines et les aquifères. Seulement 2 à 3% de l'eau sur la planète est de l'eau douce. Nous avons donc une obligation de protéger cette eau et de l'utiliser à bon escient. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Comme Tom nous l'a dit, nous l'a enseigné, nous l'a rappelé. Sans eau, il n'y a pas de vie. Merci de votre attention. Merci de vos efforts pour la sauvegarde de notre lac bien-aimé. Merci. Merci d'être le témoin, de partager votre histoire avec nous. Avant de laisser les juges poser leurs questions, j'en ai une moi-même au sujet de la pollution sonore. Comment est-ce que cela affecte le lac et surtout la pollution sonore des activités militaires? Comment est-ce que cela vous affecte? Bon, nous devons tous vivre dans le calme, la paix. Le monde est trop rempli de nuisances sonores et cela paralyse presque le royaume animal. Leur vie, certains meurent même, sont extrêmement apeurés, vivent dans la crainte et nous ne savons pas exactement à quel degré d'impact cela a pour l'instant. Par exemple, les chauves-souris qui se communiquent à travers des ultrasons, comme vous le savez. Je ne sais pas comment elles sont affectées, ces chauves-souris,
mais certainement de façon très grave, horrible. J'imagine effectivement que tous les êtres vivant dans les eaux aquatiques, ça serait très utile d'avoir des informations là-dessus. Je crois que le juge Cormac a quelques questions également à vous poser. Je lui passe la parole. Karina, il y a une organisation, une ONG qui a été créée pour s'occuper des problèmes du lac et beaucoup de municipalités autour du lac font partie de cette organisation. Vous l'avez dit. Et donc, j'aimerais savoir s'il y a des organisations ou si des particuliers sont membres de cette organisation et qui est le porte-parole du lac. Est-ce que le lac a une voix à travers ces organisations ou bien s'agit-il d'organisations plus d'utilisateurs ou des populations, des habitants autour du lac? Non, je crois que le lac n'a pas de voix à travers cette organisation parce que c'est un réseau de parties prenantes qui, en fait, exploitent ou sont des utilisateurs des ressources du lac. Et donc, certains sont même des organismes pollueurs. Donc, je ne crois pas qu'il soit la voix du lac. Lisa a également une question à poser. Merci. Karina, de votre témoignage. Ma question a trait aux images que je vois, ou ce que vous voyez ou lisez sur l'Internet, sur Wikipédia. On dit que le lac est fameux pour la transparence de ses eaux et que les eaux s'approvisionnent directement de l'eau du lac, qui n'a pas besoin de beaucoup de traitement avant d'arriver dans les systèmes d'eau des municipalités. Et même les eaux non traitées peuvent être bues de presque tous les points du lac. Et donc, peut-être que cela était vrai il y a 20, 30 ou 40 ans. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Est-ce que c'est la réalité toujours aujourd'hui? Donc, est-ce que les gens ont conscience de cette situation? On sait que cette ressource d'eau est précieuse et remarquable. Est-ce que les gens ont conscience de l'état actuel de pollution ou non? Et qui parle au nom du lac? La même question qu'a posée Cormac auparavant. Je ne pense pas qu'il y ait une prise de conscience réelle de la part des habitants, des autorités. Il y a encore des zones dans le lac qui sont plus propres que d'autres, et qui étaient plus propres auparavant également, bien sûr. Mais ce dont on a besoin, ce sont d'études environnementales indépendantes qui permettent de faire des tests et d'analyser toutes les substances présentes, qui sont des centaines. Et il faut aussi que des missions de plongeurs qui puissent aller au fond du lac et fassent des prélèvements d'échantillons de ce qui s'y trouve. Et je crois qu'à partir de là, nous aurons plus de prise de conscience, de sensibilisation et de connaissances sur la façon dont ces substances affectent la santé des êtres vivants, humains et autres espèces. Il nous faut faire un grand nettoyage du lac. Et mon rêve, d'avoir une zone tampon autour du lac où aucune activité ne puisse être autorisée. Ça, c'est l'un de mes rêves. Merci. Je crois que Valérie Cabanès a une question également. Si les autorités avertissent les populations de ne pas manger les poissons, est-ce qu'ils le font
officiellement en envoyant des lettres aux habitants? Ou est-ce que c'est par exemple des informations diffusées via les sites Internet de gouvernement ou des autorités locales? Oui, c'est sur le site Internet. Donc, pour le secrétariat, ça serait intéressant d'avoir toute l'information qui figure sur ce site Internet, ce site en ligne, et de nous le communiquer. Et je voulais insister sur le fait qu'il y a des techniques de pêche à l'explosif qui sont utilisées et qui est beaucoup utilisée dans le monde. Et peut-être on ne sait pas exactement ce qui se passe lorsque l'armée envoie des roquettes, mais ça va certainement tuer directement les poissons parce que c'est le même type de technique que la pêche à l'explosif. Est-ce que vous avez noté vous-même des poissons morts sur le sable ou flottant à la surface de l'eau? Oui, j'en ai vu. J'en ai vu beaucoup, beaucoup flotter avec le ventre à l'air, disons, à la surface. Merci de votre témoignage qui est très précieux et votre vécu. Merci Karina de la réponse. Je sais que Tom Goltus a aussi une intervention ou une observation à faire. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des déformités? Vous avez peut-être observé des formations dans la population de poissons? Oui, il y a des poissons avec des tumeurs. Ma sœur pêche beaucoup, mon père aussi. Plus maintenant qu'il est trop âgé, mais nous voyons parfois des déformités dans les poissons. Ma deuxième question porte sur ce qui a été dit et la terminologie. En fait, qui est le porte-parole, le porte-voix du lac? Qui s'exprime au nom du lac? Ça, c'est important pour nous de le savoir. J'étais surpris à travers votre présentation de voir que, et à partir de ma perception, c'est qu'il toutes les connaissances accumulées dans les communautés, dans votre famille, depuis des décennies et même des siècles peut-être. Et je parle de cela parce que dans les réunions climatiques de l'ONU, ils prennent conscience de deux choses. La connaissance des peuples autochtones et aussi des communautés locales qui ne relèvent pas de la définition directe des populations autochtones, mais qui ont quand même des connaissances, comme celle de votre famille, par exemple. Est-ce que la Suède peut reconnaître ce type de connaissances ou est-ce qu'elles sont plutôt fermées à ces concepts du respect de la nature, de l'eau, des fleuves, c'est les responsabilités, les devoirs des autorités et des communautés locales. Il leur appartient de protéger le lac. Vous pensez qu'il peut y avoir des mécanismes pour reconnaître ces connaissances? Non, je ne crois pas. Simplement le contraire. Ils essayent de trouver des raisons pour rejeter nos requêtes, nos pétitions et nos demandes. C'est même l'inverse. Merci. Merci à tous les intervenants, aux questions posées et aux réponses qui ont été apportées. Je vais maintenant essayer de faire un résumé. Je vais maintenant résumer la session situation. d'aujourd'hui et donner les conclusions de l'accusation. Nous avons entendu la voix d'un témoin, d'un avocat et d'un expert. Il est clair que le menace qui pèse sur le lac Vaterne vient de plusieurs directions. Les péchés historiques et le dommage actuel causés par la mine de zinc qui libère des métaux lourds et l'industrie du papier et de la pâte à papier
qui contribuent aux déchets toxiques et à la surfertilisation. Parfois, les actions de l'homme contre la terre-mer peuvent être décrites comme une guerre. Dans le cas présent, cela se passe littéralement car l'écosystème est attaqué à coups d'armes à feu et de bombes par l'armée nationale officielle. Depuis une centaine d'années, le lac Vatern est utilisé comme terrain de tir et d'entraînement au vol par les forces armées suédoises. Plusieurs milliers de tonnes de munitions reposent au fond du lac, ce qui a entraîné une augmentation de la teneur en plomb due aux vieux péchés. Aujourd'hui, la défense essaie de s'entendre à nouveau considérablement afin d'augmenter le nombre de tirs, de bombardements et de mouvements de vol. Des nombreux poissons, en particulier l'astre, ont été gravement touchés par l'activité militaire dans le lac, car le bombardement de leur terrain de jeu a presque conduit à l'extinction de cette espèce dans le lac. Nous avons été informés qu'une activité de tir prolongée dans le lac nuira à l'eau, affecterait l'expérience de la nature, causerait de bruits perturbants et nuirait à la faune. Par ailleurs, une énorme mine destinée à extraire des minéraux de terre rares est prévue près de Vatern, ce qui ressemble en soi à un écosite planifié. Le risque de placer cette mine près du lac unique de Vatern est grand. Les eaux de traitement, les eaux de drainage et les eaux de pluie contaminées s'écouleront vers le lac Vatern. Les substances dangereuses peuvent fuir pendant une période indéfinie. La partie endommagée a témoigné déjà que des poissons sont contaminés. Et même l'Agence des aliments de Suède recommande que les enfants, les jeunes et les femmes enceintes ne mangent pas de poissons du lac plus de 1 ou 2 fois par an. On nous a rappelé pendant cette tribunal l'importance de l'eau pour toutes les formes de vie. L'eau potable est notre aliment le plus précieux et seulement 3% environ de ressources mondiales de l'eau sont constituées d'eau douce. Et sur ce, 3%, 2% sont liés aux glaciers. Ce que nous risquons, c'est le deuxième plus grand lac de Suède, un écosystème unique et avec lui, de nombreuses vies de toutes sortes sont en péril. L'existence sur cette terre s'accompagne d'une valeur intrinsèque et de droits inhérents. Tel est le principe de la jurisprudence de la Terre. La Déclaration universelle des droits de la Terre, mère, un cadre juridique basé sur la jurisprudence de la Terre qui est utilisé dans ce tribunal, stipule que la Terre-mère et tous les êtres qui la composent ont le droit à la vie et à l'existence, le droit à être respecté, le droit à la santé intégrale et le droit d'être à l'abri de la contamination, de la pollution, des déchets toxiques ou radioactifs. Ce droit et bien d'autres sont actuellement violés sur le lac Vatern, dont l'eau et l'écosystème constituent le fondement principal même de la diversité des formes de vie. J'amplifie ici le voix et les intérêts de Vatern vivant dans les zones benthiques à l'intérieur du plan d'eau libre, dans la zone littorale proche du rivage et sur le rivage. Cela inclut donc toute la flore et faune vivant dans l'eau et sur les rives des lacs tels que le poisson, le tremble, l'omble, le salvenus umbra, l'ombre, le lamproie de rivière, les crévisses, les palourdes, les oiseaux, les balbuzards pêcheurs, les sternes et l'oie à tête blanche et les gros escargots d'écorce qui vivent sur les arbres au bord du lac. Je voudrais également mentionner qu'une déclaration pour le droit spécifique du lac Vatern a été formulée et adoptée en 2019 lors d'une conférence sur le droit de la terre qui se déroule à Signuta en Suède. La déclaration de droit de lac Vatern dit dans son préambule que nous, les personnes engagées pour la santé du lac Vatern, déclarons par la présente que le Vatern est
un écosystème dont des milliers de personnes et d'innombrables espèces dépendent pour leur survie. Nous reconnaissons qu'il y a un grand risque que l'écosystème du Vaterne subisse des dommages irréversibles en raison des activités qui sont maintenant autorisées par la juridiction actuelle et en raison de mesures de sécurité inadéquates. Nous reconnaissons que la juridiction actuelle ne protège pas le Vaterne et ne protège pas les droits des peuples à un environnement sain. Nous voulons dire que le lac Vaterne a besoin d'une protection plus forte et cela devra se faire en reconnaissant ses droits légaux. Par cette déclaration, nous reconnaissons le droit inhérent du lac Vaterne d'exister, de prospérer et d'évoluer naturellement, conformément à la Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère. C'est avec toutes ces informations en toile de fond que je vais maintenant demander au tribunal de reconnaître le droit de lac Vaterne conformément à la Déclaration internationale de la Terre-Mère et à la Déclaration de droit du lac Vaterne. Que l'État suédois rétablisse toutes les fonctions naturelles de l'eau, du sol et du sous-écosystème terrestre et aquatique du lac Vaterne et que l'État suédois fournisse les moyens d'une surveillance suffisante de la santé du lac Vaterne avec des tests adéquats des polluants, également en profondeur et à proximité du lit du lac, augmente le nombre de substances à tester et que l'on ordonne aux industries polluantes qui opèrent à proximité du lac d'installer des installations d'épuration et des stations d'épuration ultramodernes. Et finalement, que la Suède adopte des mesures telles que la création d'un représentant légal pour les droits de la nature afin de faire respecter, protéger et de mettre en œuvre de manière adéquate les droits de la terre-mère conformément à la Déclaration universelle des droits de la terre établie dans la législation suédoise. Maintenant, je donne la parole au président Cormac Collinan. Merci, Madame la procureure, pour votre présentation et résumé très intéressante et importante de ce cas et de votre pétition et des mesures que vous demandez à ce tribunal de prononcer. En tant que tribunal, nous considérons que toutes les informations, les témoignages qui ont été donnés aujourd'hui, nous les considérons, ainsi que toutes les autres informations qui seront présentées au cours des 2 prochaines semaines. Et au cas où les participants voudraient partager d'autres informations, les transmettre au secrétariat et nous formulerons notre jugement en temps utile et qui sera publié. Mais j'aimerais maintenant faire quelques observations sur ce cas. Je pense que ce cas, cette affaire est très intéressante pour notre tribunal parce que il se situe en Suède, un pays qui a un droit environnemental très protecteur, très strict, et qui est même parfois montré en qualité comme leader en fait en matière de protection environnementale et qui possède beaucoup de plans d'eau douce sur son territoire qui ont été détériorés au cours des dernières années en dépit des lois protectrices. Et donc, je crois que c'est un bon exemple des raisons pour lesquelles nous devons aller au-delà du droit environnemental et protéger et consacrer les droits de la nature. C'est là la raison d'être de notre tribunal, parce que c'est ce qui nous permet d'aborder des problèmes existants, persistants, et qui montrent que le droit en vigueur n'est pas suffisant pour y remédier. Et donc, nous avons écouté le problème de la détérioration, dégradation de la vie dans le lac, des espèces, des poissons
et cela n'a fait que s'aggraver à cause des impacts cumulés de toutes ces activités industrielles, minières, de construction, etc. Et ce qui est surprenant, c'est que toutes ces activités sont légales, sont autorisées avec des permis en bonne et due forme, en vertu du droit en vigueur. Mais néanmoins, toutes ces détériorations se poursuivent. Et donc, c'est ce que nous observons dans le monde entier, où en dépit de lois, de règlements, les êtres vivants, les communautés souffrent et sont détruites et qui, en bout de chaîne, affectent aussi la santé humaine et la préservation de leur environnement. Donc, ce sont des faits intéressants. Je crois que ça a été exposé très clairement et c'est une illustration des différences qui existent ou de l'écart qui existe entre le droit en vigueur environnemental et la réalité et aussi le rôle des populations autochtones. On voit dans ce cas qu'il y a des problèmes qui surgissent parce que l'on perçoit le lac comme un objet et non comme un être, comme un sujet de droit, et en particulier du point de vue juridique. Et comme vous l'avez dit, l'un des droits consacrés par la Déclaration universelle, c'est le droit au respect. Et le juge Goltus a attiré notre attention sur ce respect nécessaire. Et pour un objet, il n'y a aucune obligation de respecter les droits d'un objet. C'est pour ça qu'il faut changer de paradigme. Il faut que ce principe du respect puisse être connu, reconnu. Et dans ce cas, il me semble, il est très important de reconnaître le lac en tant qu'être, en tant que sujet susceptible de droits et méritant que ces droits soient respectés. Ce cas également nous montre que si nous prenons une décision sur le lac, si on doit autoriser les activités minières, les activités de tir, des forces militaires, etc., si la question avait été posée, la question suivante, si les activités en question respectent les êtres, eh bien, les réponses auraient été très différentes et on n'aurait pas besoin d'être ici aujourd'hui pour pouvoir nous prononcer. Donc, il faut savoir comment aborder toutes ces questions. Et il ne s'agit pas simplement de savoir si le niveau de toxicité, d'intoxication porte atteinte ou sont nocifs aux êtres humains, mais aussi aux autres espèces. Et il faut nous demander comment est-ce que l'on se comporte, est-ce que l'on est respectueux, est-ce que l'on reconnaît le droit de ces corps vivants d'exister. Et c'est ça la question fondamentale. De considérer que ces droits sont les mêmes pour les êtres humains et pour les éléments de la nature qui sont sur Terre depuis des milliers d'années et qui sont des droits qui ont été respectés par les communautés alentour du lac, et par les cultures locales et qui insistent pour vivre en harmonie avec la nature, avec la terre, et qui sont méconnus par les industries. Donc, il faut pouvoir respecter ces droits, limiter les exploitations abusives et reconnaître ce droit à la réciprocité. Et je pense que des opérations de tir dans le lac est une atteinte claire
et une indication claire de ce manque de respect, de cet irrespect, de ce non-respect de ces droits. Je suis sûre que mes collègues juges délibéreront sur tout ce qui a été dit et la question de savoir sur la reconnaissance de la personnalité juridique du lac et la question aussi de la voix, de qui doit parler au nom du lac. Ça, c'est important de le savoir et savoir si toutes les organisations qui existent ont un droit légitime à s'exprimer au nom du lac ou s'il doit s'agir d'autres organisations. Donc, je pense que je vous remercie de l'ensemble de ces témoignages, de ces exposés très précis et pour nous montrer la relation intime avec le lac, avec la vie dans le lac et pour démontrer aussi clairement, aussi que même lorsque l'on dispose de lois et de règlements sophistiqués, parfois ça n'est pas suffisant. Et ça n'empêche pas la détérioration, la dégradation et les atteintes portées à la nature. Et ça, c'est un cas exemplaire en ce sens. C'est un bon cas pour le tribunal et qui va pouvoir aussi proclamer et démontrer qu'il faut aller parfois au-delà du cadre juridique en vigueur ou qui existe et pouvoir favoriser des approches qui soient plus globales, plus fondées sur la Déclaration universelle des droits de la nature et de tous les êtres vivants. Merci, merci à tous de vos interventions. Nous allons pouvoir nous fonder sur tous les arguments qui ont été présentés et rendre notre décision dans le respect des principes consacrés par la déclaration. Et donc maintenant, je déclare donc close cette séance, cette audience du tribunal et à rester en contact pour pouvoir obtenir plus d'informations et vous communiquer en temps utile la décision qui sera la nôtre. Merci. Merci de votre intervention. Ça a été un honneur absolu faire partie de cette audience. Et merci de diffuser autant de connaissances, autant de nouvelles perspectives pour aborder les problèmes de la planète. Je vais maintenant vous laisser écouter une chanson et je vous la traduirai très brièvement, très rapidement juste après, mais écoutons plutôt. Tänk att det kan lugna så. Vatten som stilla skvalpar över en sten och vinden som rör vid mig. Trevande sakta smeker den brunbrända ben. Jag sitter här utan att göra något särskilt. Jag bara är just så som sommaren omkring mig. Solen har gått i moln. Vatten som varit blått förvandlas till grått. Men luften är varm så jag sitter kvar här en stund. På en stor och skrovlig sten plaskar jag med tårna i vattnet och kvällen börjar visst bli sen. Vad gör det? Jag har inga planer och krav. Jag sitter kvar utan att göra något särskilt. Folk bara far sig, gör det de lyckliga tror. Med Vättern vid mina fötter
tar jag mig tid att lyssna på livet. Vågorna vid mina fötter har spolat bort all min stress. Känner ingen oro mer. Allt är där det kan nog ordnas. Jag tittar ut och det jag ser. Ändlös skönhet ger mig glädje och ro. Jag sitter still utan att göra något särskilt. Och allt jag vill är väl att bara få finnas till. Bravo. Thank you. So in short, it's about me sitting, as I said, with Vättern at my feet. C'est donc une chanson d'être assis à côté du lac et tous mes soucis se dissipent. Et le vent nous touche, caresse mes jambes. Et je ne fais rien de spécial, je suis là simplement étendue. Je laisse l'été, le climat, la nature me combler à côté du lac. Ça a un sens très profond pour nous tous. Merci. Ou qui viennent du cœur, comme l'a souligné Valérie Cabanès, lorsque Karina finissait son discours. Voilà, sachez que le co-secrétariat reste ouvert. On a enregistré quelques nouvelles preuves, quelques nouvelles sources déjà, et n'hésitez pas à nous en envoyer d'autres s'il y a besoin. Eva Carlota, par exemple, à propos des oiseaux ou d'autres choses. Donc, on reste ouvert par mail. Vous avez nos mails. Ensuite, la situation sanitaire, on l'espère, nous le permettra pour rendre le verdict en septembre à Marseille du 3 au 11 lors du congrès de l'IUCN. Encore une fois, on vous remercie et donc